évidemment à la famille biologique de son ami. Messieurs, merci. Je vous prie de recevoir le président exécutif du Parti des peuples africains, le ministre Sébastien Danon-Djedje. Merci d'être avec nous, de venir éclairer la lanterne des populations sur les différents points à l'agenda que nous avons convenus. Commençons déjà par le bilan à mi-parcours de l'opération Kokoko. Et pourquoi justement l'avoir intitulé Kokoko, avec toute la symbolique que cela représente en pays à Caen? Merci beaucoup. Mon plaisir. Oui, l'opération Kokoko, c'est d'abord dans nos traditions, un étranger qui arrive chez quelqu'un et qui, avant de rentrer dans la maison, il frappe à la porte. On ouvre la porte, il entre, on le reçoit, on le fait asseoir, on lui demande les nouvelles et on discute éventuellement. Voilà un peu la symbolique. Maintenant, l'opération Kokoko, dans le cadre politique du président Laurent Gbagbo, le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire depuis 2021, 17 juin plus exactement. C'est cela. Et il n'a pas eu l'occasion d'aller individuellement saluer ses parents. Quelquefois, il se retrouve dans certaines villes, certains villages, mais ce n'est pas partout. Donc, compte tenu de l'environnement politique aujourd'hui, il a décidé d'aller vers les populations ivoiriennes, en commençant par la population abidjanaise. Et la symbolique est tellement profonde qu'il a décidé d'aller d'abord saluer ses parents d'Adjamé pour une visite de compassion. Parce que vous savez très bien qu'Adjamé a subi beaucoup de contre-coups du développement d'Abidjan. Le village rasé, donc il est allé saluer ses parents d'Adjamé. Et c'est arrivé là-bas, après les salutations, après la compassion, il a demandé aux populations d'Adjamé, aux chefs traditionnels ébriés, il leur a demandé la permission d'aller dans leur village, dans leur circonscription, dans leur localité. Parce que c'est d'abord le territoire des ébriés. Il a demandé cette permission que les chefs ébriés ont accepté. Et c'est à partir de là qu'il allait vers la population d'Abidjan. Alors, de façon symbolique, comme il ne peut pas rentrer dans chaque maison, on a choisi, on a divisé le district d'Abidjan en plusieurs zones. Donc, il est parti de la zone sud, dans un premier temps, il est parti de la zone Lagune, il est parti de la zone 2-3 ans, c'est-à-dire Bobo et autres, et la zone Banco. Il a donc commencé par la zone sud. La zone sud, c'est Koumassi, Port-Boué, Marcory, Trècheville. C'est là-bas qu'il est parti. Donc à Trècheville, on y était. Et le président a eu un accueil enthousiaste, un accueil chaleureux de la part des populations d'Abidjan Sud. Il allait leur dire, je suis arrivé, je suis venu vous saluer. Mais comme j'étais un homme politique, avant qu'on le mette là où on m'a mis, je suis revenu, moi encore, je reprends la lutte où je l'avais laissée. Parce que l'impression que j'ai, c'est que la lutte n'est jamais terminée. Donc tant que je suis en vie, je vais continuer à servir mon pays. Et donc aller dire aux populations d'Abidjan Sud, à Marcory, ça, ceci qu'il allait leur dire. Donc il est venu se présenter aux populations, pour leur dire que voilà, je suis Laurent Gbagbo, je suis venu vous saluer. J'ai un projet pour la Côte d'Ivoire et je suis venu vous présenter ce projet-là. C'était ça donc, Kokoko, Abidjan. Alors à Marcory, ça s'est très bien passé. Or, sauf qu'on était dans un réduit, c'est-à-dire les autorités gouvernementales nous ont refusé les stades qu'on avait demandé, Champrou et autres, ils ont refusé. Donc on s'est contenté d'un espace qu'on a trouvé à Marcory. C'était à Marcory résidentiel. Et là, le président a présenté ses excuses aux populations de Marcory résidentiel, parce que ce n'était pas là qu'on avait fait le meeting, c'était dans un stade, disons, bien à cet effet. Donc il a demandé, il a présenté ses excuses, et les populations ont bien compris. Ils nous ont accueillis, on a fait un grand show là-bas. De Marcory, nous sommes allés à Angré. Cette fois-ci, on a eu le stade d'Angré. Parce que ça ne rentre pas dans le cadre de l'ONS, donc on nous l'a donné, le stade d'Angré. C'est là-bas qu'on a fait le meeting d'Abidjan Lagune. Et là-bas aussi, ça a été un accueil enthousiaste, une grande fête. Donc à Abidjan, le Kokoko, c'est pas très bien, ça s'est bien passé à Abidjan. La mobilisation monte crescendo. Et plus on avance, plus les populations sortent. Nous allons faire l'apothéose de cette première étape à Dabou. À Dabou, nous allons célébrer la fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance. Le 4 et 5 avril. Le 4 et 5 avril, la fête de la Renaissance. Qu'est-ce que c'est? C'est la célébration. C'est inscrit dans nos statuts. On célèbre chaque année la résistance des peuples africains et la libération et l'acquittement total du président Laurent Gbagbo par la CPI. C'est cette fête-là qu'on s'en va célébrer à Dabou.
il sera l'apothéose de la première phase de Kokoko. Ah, très bien. Kokoko Abidjan va aller être Kokoko à l'intérieur, mais en tout cas, ce sera partout. Voilà ce qu'on a prévu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Marius Komoé, questions ou commentaires? Heureux de vous retrouver sur le plateau, Monsieur le ministre, Danon Djedje. Alors, nous sommes heureux que votre parti ait décidé véritablement de rencontrer les populations ivoiriennes. C'est tout ce que nous avons souhaité de nos voeux pour la vitalité de la démocratie. Cela dit, permettez-moi de mettre le pied dans le plat en vous interrogeant sur justement votre participation à la CEI. Comment se fait votre collaboration avec votre représentant au sein de la CEI, M. Traoré Demba? Monsieur Traoré Demba, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est qui est notre représentant à la CEI. Alors, l'histoire de Traoré Demba, c'est un peu une histoire compliquée. Hein. Dites-nous. On n'était pas à la CEI. Nous, PPACI, on n'était pas à la CEI. Et puis, bon, dans les discussions, le pouvoir acceptait qu'on y mette notre représentant, qui est Demba Traoré. Il est parti à la CEI. Quand il allait à la CEI, c'était pour être un vice-président, comme les autres. C'est-à-dire ceux qui ont attribué la version des vice-présidents, sauf lui. Un parti comme le nôtre, qui n'a pas de vice-président dans une institution, alors qu'il était venu pour occuper ce poste de vice-président, jusqu'à présent, Demba Traoré n'est pas encore nommé vice-président. Quand on demande, on nous dit non, c'est le président Alassane qui va prendre un décret pour créer un poste de vice-président. Et c'est à ce moment-là que Demba Traoré pourra occuper ce poste. Donc au jour d'aujourd'hui, Demba est simple membre de la CEI, représentant le PPACI. Notre collaboration avec lui, non, il n'y a pas de collaboration particulière. C'est un monsieur, lui, c'est une probité que nous avons mis à la disposition de la CEI. Il travaille à la CEI et on considère qu'il travaille là-bas en tant que citoyen. Il ne travaille pas forcément pour le PPACI, il travaille pour la Côte d'Ivoire. C'est sauf les missions qu'on lui a données, il se porte comme tel. Donc il n'est pas dans nos instances maintenant. Il est sorti de nos instances, il est maintenant représentant de la nation à la CEI. C'est comme ça que nous voyons la CEI. Très bien. Il ne vous fait aucun feedback en tant que membre initial du PPACI? Le feedback que peut nous faire, c'est informel. Mais il ne vient pas à nos instances pour nous faire le point de ce qui se passe à la CEI. Jamais. Très bien. Cela donc suscite en nous un certain nombre de préoccupations. La CEI dit aux populations ivoiriennes et à la communauté internationale que ces instances de décision sont représentées par des représentants des partis politiques. Et vous nous dites, il y est, mais il ne nous rend plus compte depuis qu'il est partie prenante de l'instance de décision. Oui. Ça cause un véritable problème parce que finalement, votre voix n'est pas entendue. Vos préoccupations ne sont pas entendues. Nos préoccupations, c'est-à-dire les préoccupations de la Côte d'Ivoire sont attendues à travers Demba Traoré. Malheureusement, il n'est pas là où les décisions se prennent. Il est simple membre. Les décisions se prennent dans un bureau qu'on appelle le bureau central, qui est composé de 8 membres. Dans ce bureau central, Demba n'y est pas. D'accord. Donc, il ne fait pas réellement le travail pour lequel on l'avait désigné. C'est déjà bien noté. C'est déjà bien noté. Daouda, question ou commentaire? Comme nous sommes au niveau de la CEI, je vais rester au niveau de la CEI. Généralement, selon certains observateurs, l'opposition a tendance à crier toujours scandale à chaque révision de la liste électorale. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une excuse pour masquer l'incapacité à mobiliser les électeurs sur le terrain? Non, c'est-à-dire la CEI telle que nous l'avons conçue à l'époque, cette CEI qui avait été dirigée, ce n'était pas le CEI à l'époque, hein, c'était la CNE, la COSUR puis la CNE avec un Guillet. C'est là qu'on a senti qu'il y avait des Ivoiriens qui pouvaient vraiment faire le travail de la nation en toute abnégation. Honoré Guillet a bien travaillé du temps où on était à la COSUR puis à la CNE. J'étais membre. Après, il y a eu le magistrat Odier Camille qui a dirigé aussi la CEI, ainsi de suite. Nous, l'idée qu'on s'est fait des membres de la CEI, c'est qu'une fois que tu arrives dans cette institution, tu travailles pour la Côte d'Ivoire. Tu ne travailles plus pour ton parti politique. Évidemment, s'il y a des activités, tu peux prévenir ton parti que oui, bon, telle ou telle activité peut se passer. Mais quand on prend les décisions, ce n'est pas au nom de ton parti que tu prends la décision. Théoriquement, tu dois prendre cette décision au nom de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est fait pour l'instant. C'est ce qui est fait en ce moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc c'est ça, dans le principe, c'était ça. Alors, notre camarade est là-bas et les gens disent oui, les décisions se prennent de façon collégiale à la CEI. Ce n'est pas vrai. Les décisions ne se prennent pas de façon collégiale. En tout cas, si ça se prend de façon collégiale, nous, on n'est pas là où ça se prend de façon collégiale. Parce qu'effectivement, dans les statuts, quand on regarde, les décisions doivent se prendre de façon consensuelle. Mais est-ce que c'est ça que nous observons? Non. Ce n'est pas ce que nous observons. Il y a quelques personnalités de la CEI qui décident au nom des autres.
Ils nous imposent. Je vais donner l'exemple tout simple de la révision de la liste électorale dont nous demandons la programmation de 2025. On nous dit que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Donc, dans ce n'est pas possible, on a aussi nos oreilles de la Côte d'Ivoire. Ils interrogent les techniciens. Un de leurs techniciens dit, oui, c'est possible. On peut faire la révision de la liste électorale en 2025. On dit ce que tu dis, on ne regarde pas ça. Nous, on dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et c'est là que vous voyez sur les plateaux des gens défiler pour justifier qu'il n'est pas possible d'organiser la RLE en 2025. On leur dit non. Avant ou après les élections? Avant les élections. Avant les élections. Par exemple, j'insiste. Quand on dit révision de la liste électorale, c'est bien écrit R, révision, L, liste, E, électorale. Alors si tu ne fais pas ça au moment où on va faire les élections, quelle liste tu vas faire alors? Donc la RLE doit être faite pour les élections et en particulier les élections présidentielles qui sont les élections maires en Côte d'Ivoire. Très bien. Monsieur Danon, je vous écoute et quand je vous écoute, ce que j'entends, c'est que M. Pierre Demba n'est pas la vice-présidente, donc on vous impose des décisions. Oui. Pourtant, sur ce plateau, nous avons reçu M. Alain Debout, deuxième vice-président, qui est aussi représentant de l'opposition. Il a plus ou moins dit les mêmes propos que vous avez tenus. Est-ce à dire qu'il n'y a aucune personne, que ce soit les représentants du PDC, les représentants du FPI, il n'y a pas de bonne probité, ils n'ont pas de probité morale, à part si Pierre Demba n'est pas vice-président? C'est pas ça que je veux dire, c'est pas comme ça que j'ai dit, vous avez mal compris. J'ai dit pour moi, ceux qu'on met à la CEI sont des hommes de bonne probité a priori. Voilà, c'est le constat qu'on fait, on les met là-bas pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on constate par la suite, la pratique, on se rend compte qu'il y a des comportements qui ne vont pas dans ce sens-là. C'est-à-dire les gens, on a l'impression qu'ils travaillent pour eux-mêmes ou alors pour quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Très bien. D'accord, c'est bien noté. Élisée, question. D'accord. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question, la toute première que je vous pose, c'est celle de savoir si vous êtes d'accord avec moi que la politique doit se nourrir de cohérence et de conséquences. Si tel est le cas, Monsieur le Président, je me pose énormément de questions à la suite de votre intervention. La toute première, vous dites que ceux qui viennent à la CEI, logiquement, doivent être considérés comme des gens qui travaillent pour l'État. Donc pourquoi avoir cautionné le fait que la CEI ait à son sein des représentants de partis politiques? Parce que ça, vous étiez à la table de discussion quand cette décision a été prise de faire de la CEI un conglomérat de partis politiques et d'organisations de société civile. Pourquoi l'avoir fait? Est-ce à dire qu'on ne peut pas trouver d'Ivoiriens en dehors de ces partis politiques-là pour être dans la CEI? Très bien. C'est une très bonne question. Allez-y, Monsieur le Président. Cher Abi, ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ce sont les partis politiques, mais particulièrement c'est la crise en Côte d'Ivoire qui a créé ça. Vous connaissez bien la crise de 2002? Je me souviens ça nous a conduit. Si. C'est la crise de 2002 qui nous a conduit à ce genre de pratique. C'est-à-dire, les gens qui ont pris les armes pour changer de régime, à un moment donné, ils voulaient se transformer en démocrates. Et pour se transformer en démocrates, il y a des obstacles qu'il faut franchir. Il faut aller aux élections, organiser les élections, tout et tout. Donc, ils ont décidé de mettre en place un organe, un arbitre pour les élections. Pour cet arbitre pour les élections... Monsieur le Président, excusez-moi, quand vous dites ils ont décidé, qui est ils? La rébellion et les partis politiques, vous savez qu'il y a eu Marcoussi. D'accord, ok. Vous savez très bien qu'il y a eu Marcoussi. Les partis politiques dont faisait partie le FPI. Et après Marcoussi, il y a eu tous les autres accords, tous les autres, pour parler de Accra. On va l'écouter, Élisée. Donc, laissez-moi terminer. Donc, c'est les partis politiques qui ont décidé que à la CEI, il faut qu'il y ait leurs représentants. Mais nous, on pense, en tant que démocrate, qu'une fois que tu es représentant, c'est vrai que tu es un parti politique, mais travaille plutôt pour la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que nous disons. Donc, à l'époque de la crise de 2002, quand la CEI a été mise en place avec les partis politiques, bien entendu, il y a eu des émiettements, il y a eu des MPIGO, MJP, Rébellion, vrai, partis politiques pro-rébellion, ainsi de suite. On y a mis 18 personnes. Sur ces 18 personnes-là, 14 étaient de l'opposition et rébellion. Sur ces 14 personnes-là, on a pris des personnalités de l'opposition ou de la rébellion pour être président. C'est comme ça que c'est parti. Et c'est cette pratique-là qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, qu'on peut bien faire confiance aux Ivoiriens pour dire, bon, les partis politiques, on les met de côté, et c'est la société civile, par exemple, je peux le dire, les Ivoiriens qui sont compétents, qui vont diriger la CEI. C'est des études, on est en train de réfléchir à ça. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait des gens
des Ivoiriens qui travaillent pour la Côte d'Ivoire et non des Ivoiriens qui travaillent de façon partisane. Et je vais continuer parce qu'on est sur la RLE. Sur la RLE, la question que vous allez me poser, mais vous ne l'avez pas posée, donc je me la pose. Allez-y. Comment elle s'est passée? Quel est le résultat? Allez-y, et puis je pense qu'il va enchaîner avec une relance. On a tout un de questions sur la RLE. Allez-y, mais comme vous êtes pressé, allez-y. D'accord. Vous n'êtes pas pressé, c'est quel est le résultat? La CEI nous dit au mois de septembre qu'en octobre, on allait commencer la révision de la liste électorale. Ça allait durer à peu près 3 semaines. Et quand ils avaient prévu que la révision de la liste électorale de 2024 était faite pour enrôler 4 500 000 électeurs nouveaux, que nous appelons les primo-votants. 4 500 000. Donc, c'est sur ces faits-là que nous sommes partis à la révision de la liste électorale. En rentrant dans la révision de la liste électorale, on a été confronté à multiples obstacles. D'abord, les pièces administratives n'étaient pas prêtes. Il fallait les avoir. Pour les avoir, il fallait débourser des sommes faramineuses. Donc c'était un coût prohibitif qui faisait que les gens ne pouvaient pas se faire enrôler. Nous sommes montés la parole. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ici que la décision prise par le gouvernement de rendre des pièces administratives gratuites était fausse? Attendez, j'arrive. Ok. Donc, quand nous sommes montés au créneau pour dire que ce n'est pas possible, que dans la pauvreté que nous sommes en Côte d'Ivoire là, aucun paysan ne peut se permettre d'aller faire la carte nationale d'identité à 20, 30 000 francs, faire l'extrait de naissance à 10, 15 000 francs, faire la certificat de nationalité à 3 000 francs, ainsi de suite, pour aller se faire enrôler. Ils ne pourront pas faire ça. Bien au contraire, ils préfèrent rester chez eux. Donc c'est pour cela que nous avons plaidé, et Dieu merci, le gouvernement a accepté notre plaidoirie pour baisser les coûts. Ils ont rendu le certificat de nationalité gratuit. Ils ont diminué le coût de l'extrait de naissance. À lieu de 12 000, il suffit maintenant de payer son timbre, 500 francs, et tu as l'extrait. Donc avec l'extrait, tu vas à la justice pour avoir le certificat de nationalité. C'est ça qui s'est passé. Donc ils ont accédé à nos plaidoyers. Ouais. Et ça, c'était une bonne chose. On les remercie pour ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans le même temps, la CEI, où le gouvernement n'a pas prévenu ceux qui délivrent les pièces. C'est-à-dire... Ils n'ont pas prévenu. Ils n'ont pas prévenu. Oui, ils n'ont pas fait la sensibilisation, contrairement à ce qu'ils ont dit. Le maire, le sous-préfet, le préfet, le juge lui-même, on avait l'impression que toutes ces personnes n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Quand on va à la sous-préfecture, il n'a pas les formulaires qu'il faut utiliser pour se faire inscrire. 2, il n'a pas de registre pour consigner les noms des personnes. 3, ils n'ont même pas, quelquefois, de timbre. Donc, au vu de tout ça, on est encore monté au créneau pour dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on ne peut pas y arriver. Et on avait tiré sur la sonnette d'alarme pour dire qu'à cette allure-là, on ne pourra jamais avoir une révision électorale parfaite. Ce n'est pas possible. Vous avez fait un point là, oui. Donc, on est allé, et les gens sont débrouillés, comme ils ont baissé, effectivement, ils sont allés pour avoir les pièces. Tu arrives à la sous-préfecture. C'était à peu près pendant les vacances, au mois de septembre-octobre. Les sous-préfets sont en vacances. Tu vas à la justice, c'était les vacances judiciaires. Donc le procureur, le juge n'est pas là, qui va délivrer le certificat de nationalité. On a donc assisté à un goulot d'étranglement. C'est ça qu'on appelait le désert dans les bureaux de vote pour l'enrôlement. Les gens étaient à la sous-préfecture, à la mairie ou à la justice, ils ne pouvaient pas être au lieu d'enrôlement. Donc c'était difficile. Il termine. Et c'est pour ça que, comme ça a traîné et que ça allait encore traîner, nous avons demandé une prorogation de 3 mois, qui était raisonnable à l'époque. Ils ont dit non. Ils ont dit non, on ne fait pas la prorogation. Très bien. On va écouter Élisée qui je voudrais un peu plus de précision, parce qu'il dit qu'on était dans une période de vacances. Non, mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'on était quand même... La RLE a eu lieu du 19 octobre au 17 novembre. Et les magistrats n'étaient pas en vacances? Non, les magistrats, le retour des vacances des magistrats... Les vacances judiciaires, ça s'arrête quand? Les vacances judiciaires, ça s'arrête en fin septembre. Vous êtes sûr? Si, les vacances judiciaires s'arrêtent en fin septembre. Il y en a qui étaient encore en vacances. Chez moi, il y en a qui étaient encore en vacances. D'accord, mais bref, allons sur le fait que ce soit en vacances. Mais on est au 19 octobre, au 17 novembre. Donc, on est en pleine rentrée scolaire, on est en pleine activité, en plein exercice des magistrats. Donc, je me dis que si tant est que vous qui êtes parti politique, bon, disons même nous qui sommes ivoiriens, par voie de presse, l'information nous a été donnée qu'on allait avoir un enrôlement. Mais j'estime pour ma part, c'est simple, c'est comme quelqu'un qui doit aller en voyage. Vous ne vous levez pas et puis vous prenez vos parti, vous prenez le temps de préparer votre voyage. Vous savez qu'il y a des démarches à faire pour obtenir un visa. Après quoi, vous faites ce qu'il y a à faire. Donc j'estime pour ma part que ce n'est pas quand on dit paix, on démarre aujourd'hui, que tout commence à se faire.
Et à ce niveau-là, est-ce que vous ne pensez pas, vous en tant que parti politique, comme je l'ai dit en entrée tout à l'heure, qu'on doit faire preuve quand même d'honnêteté et de conséquence dans ce qu'on fait? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne pensez pas que vous avez fait un peu de surenchère sur la question? Non. Cher ami, ce que je vous ai dit, peut-être que vous n'avez pas voulu comprendre. J'ai dit que les Ivoiriens voulaient aller se faire enrôler, mais pour avoir les pièces qu'on leur demandait, c'était la croix et la bannière. C'était coûteux. Et quand c'était moins coûteux, ils ne pouvaient plus avoir les pièces, il y avait un engorgement. C'est ça que j'ai expliqué. C'est moi qui l'ai inventé. Monsieur le ministre, Daouda et ensuite Marius. Permettez-moi de revenir. On va faire un peu de pédagogie. Allez-y. Parce que, à vous entendre, à chaque moment, vous avez tendance à dénoncer systématiquement la CEI et avec d'autres partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas, et je m'appuie sur la question d'Élysée pour aller plus loin, est-ce que vous ne pensez pas que quand je sais que la pièce d'identité c'est important pour moi, pour passer des concours, pour faire X ou Y choses, l'extrait date de naissance, le certificat de nationalité, nous avons quand même une grande proportion. Permettez qu'il termine. Il termine et puis vous avez la parole, monsieur le ministre. Vous allez avoir le temps de répondre. Aujourd'hui, vous êtes là pour répondre. Allez-y, Daouda. Donc concrètement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de mauvaise foi cachée dans cette affaire-là, dans la mesure où à chaque moment, il faut attendre à 2 mois, 3 mois des élections pour dire on va aller faire nos papiers? Est-ce que vous ne devez pas former vos militants de sorte à ce qu'ils sachent que systématiquement, une carte d'identité c'est important, un extrait c'est important, un certificat c'est important? Mais cher ami, monsieur le ministre, cher ami, quand vous mettez votre enfant à l'école et qu'on lui dit qu'il va rentrer en octobre, le 1er octobre, il va rentrer le 1er octobre, vous payez son habit quand? En janvier? En janvier? Monsieur le ministre, moi je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Je vous pose une question. Non, vous posez la question, j'y réponds. Moi j'anticipe à l'école. Il va rentrer à la classe le 1er octobre. Vous payez son habit quand? Vous payez ses cahiers depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Alors, vous avez la chance. Très bien. Non, c'est pas une question de chance, c'est une question d'anticipation. On va diriger, c'est prévoir. On va l'écouter maintenant, Daouda, s'il vous plaît. Comme ça. Allez-y, monsieur. Nous sommes des hommes politiques, nous gérons des populations, et en particulier des populations analphabètes, anti-griffes. Nos populations sont encore analphabètes. Donc ce sont des gens qui n'ont pas cette réaction que vous avez en tant qu'homme intellectuel, en tant qu'homme de la ville. Ceux qui sont village n'ont pas la même réflexe que toi. Nous, on attend le dernier moment. Très bien. Messieurs, s'il vous plaît, on part avec Marius Komoué pour une question. Dans l'élégance, je souhaiterais qu'on reste élégant sur ce plateau. Soyez rassurés, j'ai toujours été élégant. Allez-y, monsieur le ministre. Oui. Je voudrais donc revenir dans le cœur justement de votre action politique relativement à l'inscription sur la liste électorale de votre président, M. Laurent Gbagbo. Où en êtes-vous dans les échanges? Où en êtes-vous dans votre volonté affichée d'avoir un dialogue direct avec l'exécutif et plus particulièrement avec M. le Président de la République, dont aujourd'hui le sort de votre leader dépend? D'accord. Merci, M. Komoué. Je pense qu'il faut qu'on aille pas à pas. Parce que vous, les journalistes, vous avez l'habitude d'enjamber des dossiers. Moi, je suis enseignant, pédagogue, donc je dis petit 1, grand 1, ainsi de suite. Vous avez encore des points sur la RLE. Très bien, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Je n'ai pas encore fini. Avec la RLE, je vais répondre. On va rester là-dessus et puis on mettra cette question en suspens. Je vous en prie. J'ai une question sur la RLE. On va revenir avec Élysée. J'ai une question sur la RLE. Allez-y. Ok. Monsieur le ministre, la RLE, on va s'accorder. Pour vous, quand vous dites la RLE, à quoi vous entendez? Quand je dis la RLE, je m'attends à une révision, enfin, je constate une révision électorale bâclée en 2024, donc je m'attends à une programmation d'une révision électorale pour 2025. Non, monsieur le ministre, je voulais parler en fait des étapes. Ça veut dire la révision de la liste électorale, c'est quoi les étapes? C'est de ça que je parlais en fait. Donc quand je dis la RLE, quand vous dites la RLE, c'est quoi les étapes en fait pour vous? Mais les étapes pour moi, c'est le fait de venir se faire inscrire pour que son nom soit sur la liste électorale, au finish. D'accord. On vient, on a un centre qu'on ouvre, on va dans ce centre-là, on s'inscrit avec les documents qu'on demande, on met son nom et on repart à la maison. Merci beaucoup. On donne un récépissé. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'ai voulu cette question, c'est pour qu'on soit au même niveau d'information. Parce que j'estime pour ma part, en tout cas à vous entendre, que la RLE, voilà les processus de la RLE. Il y a l'enrôlement, qui fait partie de l'étape, il y a le contentieux, il y a la publication de la liste provisoire, il y a l'ouverture du contentieux, et puis il y a la liste définitive. C'est-à-dire quand on arrive à la liste définitive, on a fini la RLE. Je suppose, et je pense que c'est ça, à vous écouter. Donc ça veut dire que la RLE prend fin à la publication de la liste électorale définitive. Si donc vous et moi on est d'accord, donc on est dans la RLE. Parce que la RLE démarrait en 2020. En 2024 n'est pas encore fini, on est dans la révision de la liste électorale, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Oui.
Donc, si ça en est ainsi, ça veut dire que dès aujourd'hui, on peut ouvrir l'enrôlement. Comme nous sommes dans la RLE. Par rapport à ce que vous dites là, je vous prends au mot. Nous sommes dans la RLE, donc qu'on me permette à moi d'aller m'inscrire à tout moment, jusqu'à ce que la liste soit définie. Mais je vous ai dit qu'il y a des étapes. Non, je vous ai dit, monsieur le ministre, on est d'accord, il y a des étapes. Il y a une étape d'enrôlement, et quand elle finit, il y a le traitement de cet enrôlement pour produire une liste électorale qui soit provisoire. Pardon, une liste électorale, oui, c'est ça, provisoire, qui va ouvrir le contentieux afin d'arriver à la liste électorale définitive. C'est ça le plus de la RLE. Et on est dans ce processus-là, monsieur le ministre. Et on a fait l'enrôlement. On est dans l'étape du traitement qui va venir ensuite où on va sortir la liste. Pas terminé. Mais monsieur le ministre, non, je termine. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'avec la CEI, vous êtes convenu, je vous pose la question directe devant la nation, que vous êtes convenu que pour la révision de la liste électorale qui a eu lieu en octobre et novembre, vous êtes convenu de permettre que des jeunes qui ont 17 ans, donc qui n'ont pas 18 ans révolus, comme l'indique la loi, mais qui ont 17 ans et qui auront 18 ans révolus, à fin février 2025, s'inscrivent sur la liste. Est-ce que vous êtes convenu avec la CEI de ça? Sur ça? Mais quel est le rapport? Il y a un rapport, monsieur le ministre. Attendez tout d'abord. Il y a déjà ceux qui ont 18 ans, 20 ans, 40 ans qui veulent s'inscrire, à qui on dit de ne plus s'inscrire. C'est déjà ça le problème. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas 17 ans, mais qui ont 18 ans, qui ne sont même pas inscrits. Alors vous me parlez de 17 ans. Mais 17 ans, c'est il y a un point. Alors, Élisée, précisez votre pensée, parce qu'on a un point de la CEI. Oui, mais je pense que non, s'il y a un rapport, monsieur le ministre, ce n'est pas une question de logique. La loi nous dit que pour être enrôlé sur la liste électorale, il faut avoir 18 ans révolus. C'est ça. Qu'est-ce qui justifie donc que vous, parti politique, et la CEI, décidez d'inscrire des gens qui ont 17 ans, donc qui n'ont pas 18 ans, mais qui auront 18 ans révolus à fin février 2025. C'est la CEI qui l'a décidé. Moi, unilatéralement? Unilatéralement. J'ai été surpris comme vous quand on m'a dit ça. Mais j'ai dit, bon, tout compte fait, ça ne fait rien comme il va avoir 18 ans. Donc je n'en ai pas fait un plat. C'est la CEI qui l'a décidé. Sinon, c'est écrit 18 ans. Un Ivoirien qui a 18 ans doit aller se faire inscrire pour aller voter. Ils ont estimé que celui qui a 17 ans au mois de mars peut avoir 18 ans lors des élections. Donc, bon, on le prend. Ça, c'est le CEI qui l'a décidé. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai dit. Je dis la RLE 2025 doit avoir lieu avant les élections. Vous parlez d'enrôlement et après le traitement. Mais le traitement, ce n'est pas ça qui est mon problème. Le traitement, là, il est manuel, il est informatique, il est tout ce que vous voulez. On peut s'asseoir dans son lit, on peut être dans son bureau et faire le traitement. Ce qui m'importe, moi, citoyen, je vais aller me mettre sur la liste électorale, qu'on me permet d'aller me mettre sur la liste électorale. Très bien. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à la dernière séance qu'on a eue ici avec la CEI, représentée par son deuxième vice-président, il nous avait dit que l'agenda avait été géré de façon conjointe avec les partis politiques. C'est le premier point. Le second point, j'aimerais juste corriger quelques prix des tarifs que vous avez donnés relativement à certains documents administratifs. Donc le certificat de nationalité coûte 2500 francs, l'extrait de naissance, le timbre 500 francs et la CNI 5000 francs. Voilà, c'était bon de pouvoir préciser cela. Messieurs, on revient à Daouda. On termine d'abord le contentieux de la RLE, si je peux m'exprimer ainsi, avant d'aller à l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale. Allez-y, Daouda. Monsieur Danon Djedje, la question est la suivante. Finalement, vous dites RLE. Je pense que la CEI, elle est claire en la matière. Elle ne peut pas faire de RLE. Elle ne pourra pas s'éteindre. Donc on est arrivé au point de rupture. Elle ne s'éteindra pas. Qu'allez-vous faire? Non, elle ne s'éteindra pas, mais nous, on va faire de telle sorte qu'elle se tienne. Comment ça? Mais nous sommes dans la vie, nous sommes les citoyens, nous ferons telle sorte que ça se tienne. Non, monsieur Danon. On peut pas, je ne vais pas préjuger de ce qui va arriver demain, cher ami. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes sur le plateau. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Nous demandons la RLE pour la simple raison que c'est la loi qui le dit. Le code électoral, à son article 6, qui dit que la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits les électeurs. Monsieur Danon, c'est là où j'ai un problème. Attendez. Cette liste, elle est permanente et publique. Et que chaque année, la CEI, l'organe chargé des élections, est là pour apporter dans cette liste-là toutes les modifications qui apparaissent sur la liste électorale avant les élections. Très bien. Okay, monsieur Danon. Je vais dire ça, la loi textuellement si vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Voilà, la loi dit, article 6. Oui. La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Je dis bien l'ensemble des électeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas -1, il n'y a pas un ainsi de suite.
elle est permanente et publique. C'est-à-dire on doit la contrôler, on doit la consulter à tout moment. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. C'est ce que la loi dit. Très bien. Une fois la loi dit ça, moi, en politique, j'oblige même la CEI à respecter la loi. C'est une obligation pour moi. Il faut qu'il soit obligé. On va l'écouter maintenant, monsieur le ministre. Vous parlez de loi et quand vous insistez sur la loi, vous ne pouvez pas savoir combien de fois je suis heureux que vous parlez de loi. Bien sûr. Pourquoi, vous savez pourquoi je suis content? Allez-y. Parce que quand il s'agit de la RLE, vous êtes très pointilleux sur la loi. Mais quand il s'agit de mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste, vous voulez enfin... S'il vous plaît. Non, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Quand il s'agit de Laurent Gbagbo, vous parlez de magnanimité, vous parlez de pitié, vous parlez d'empathie. On n'a pas parlé d'empathie, non, si, on n'a pas parlé de pitié. Si, parce que... On n'a jamais parlé de pitié. Non, à aucun moment, Monsieur le ministre, on va l'écouter. À aucun moment. Pour la liste, vous voyez comme vous êtes très pointueux. Mais pourquoi pour Laurent Gbagbo, vous ne voulez pas que la loi s'exprime aussi? On va arriver à Laurent Gbagbo. Mais allons-y directement. Non, attendez. On finit le point de la liste électorale. Donc vous fuyez la question, monsieur le ministre. La liste électorale. Revenons sur la liste et après on reviendra sur la RLE. J'ai une question pour la RLE. Très bien. Ok, j'ai une question pour la RLE. Tout à l'heure, elle a posé, mais peut-être que vous ne l'avez pas percuté. Il y a un chronogramme qui est sorti où il est établi de façon très pointilleuse les différentes dates, le délai de chaque opération. Et la CEI nous dit que ce chronogramme est à la connaissance des partis politiques depuis plusieurs mois en arrière, même avant l'ouverture de la révision d'octobre. Est-ce que vous confirmez cette information? Vous aviez connaissance de ce chronogramme, oui ou non, M. Danon Didier? Dans ce que j'ai dit, chronogramme ou pas chronogramme, c'est pas ça qui est le plus important. Mais si, M. Danon Didier, vous ne pouvez pas dire ça. Attendez. Non, mais c'est pas possible. Il va terminer, vous avez la parole. Je connais le chronogramme tel que les gens voulaient le faire. Et c'est pour cela que quand la première RLE a eu lieu, j'ai demandé une prolongation de 3 mois pour tenir compte de tout ça. Ils ont dit non. De toute façon, on fera certainement ça en 2025. J'ai attendu 2025. J'ai dit 2025, on prend le mois de janvier jusqu'à mars pour faire la RLE 2025. Ils ont dit non. Ils sont venus sur vos plateaux ici. Madame Yapobi, pour ne pas la nommer, elle se permet de dire les raisons pour lesquelles... Elle n'est pas venue ici. Elle n'est pas venue ici, elle va peut-être arriver demain. Elle va peut-être arriver demain. Parce qu'elle fait tous les plateaux pour changer de langage à chaque fois. Elle est venue expliquer aux Ivoiriens que la RLE n'aura pas lieu pour telle raison. Elle a commencé par dire qu'il y avait des réalités de terrain que nous ne connaissons pas. Et c'est à cause des réalités que la RLE ne peut pas avoir lieu. Donc, elle chante d'arguments au gré, je ne dis pas au gré du vent, mais au gré des plateaux de télévision. Elle a dit deuxièmement, attendez madame, allez-y, je vous en prie. Elle a dit deuxièmement que maintenant la RLE ne va pas avoir lieu parce que nous sommes d'accord avec les partis politiques. Les partis politiques ont accepté que ce soit une seule fois, tous les 2 ans. Ça aussi c'est faux. C'est archi faux. Maintenant, elle me dit, oui, on ne va pas faire la RLE parce qu'il y a le chronogramme dont vous parlez. Donc, à chaque fois, elle change. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Très bien. Alors, la question que Lisée... Donc, je dis... Est-ce que vous étiez informé, justement... Est-ce que vous avez connaissance de l'agenda et que vous l'avez fait ensemble? Moi, personnellement, je n'ai pas connaissance de ce programme. Très bien. Moi, personnellement, je n'ai pas connaissance de ce programme. Mais je me dis que je leur fais confiance. Puis bon, voilà. Donc, la RLE, là, nous voulons qu'elle ait lieu en 2025, avant les élections présidentielles, comme ça a été le cas en 2015 et en 2020. Très bien. Monsieur le Président, avec votre permission, on va avancer parce que le temps est en train de... on va parler maintenant du président Gbagbo. Voilà. Essayons d'aller sur l'agenda de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale qui, pour l'instant, à ce jour, n'est pas encore faite. Quels sont vos leviers pour pouvoir faire changer la chose? Et si ce n'était pas le cas, quels seraient vos recours? Bon. Le président Gbagbo, son cas est spécial, comme on le dit très bien. Les gens essaient de mélanger les noix et le poisson dans tous les sens. Le président Gbagbo était citoyen ivoirien. Et la loi électorale dit que l'inscription sur la liste électorale est un droit. L'inscription sur la liste électorale est un droit. Et sur cette base-là, tout citoyen doit s'inscrire sur la liste électorale. C'est quand il est inscrit sur la liste électorale et que la liste provisoire sort, qu'on vient pour contester la liste provisoire. Si tel est le cas, on met Gbagbo l'aura sur la liste électorale et quand la liste provisoire va sortir, qui a son nom, on va venir contester. Ceux qui ne veulent pas qu'il soit sur la liste, ils vont venir contester, ils vont nous expliquer pourquoi on ne veut pas qu'il soit sur la liste. Ça, c'est
le principe de base. Maintenant, on me dit, Gbagbo Laurent ne doit pas être sur la liste électorale parce qu'il a été condamné à 20 ans de prison pour avoir braqué la BCEAO. Chers amis, c'est un dossier, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais soyons un peu plus sereins et sages sur ce dossier. Laurent Gbagbo a été jugé, semble-t-il, par la justice ivoirienne pour ces faits-là. Dans le même temps, Laurent Gbagbo est devant la CPI pour les mêmes faits. C'est-à-dire tout ce qui se fait passer, la crise post-électorale. Il est à la CPI pour ça. La CPI, qui est une justice internationale que vous-même vous avez choisi pour amener Laurent Gbagbo pour être jugé, cette CPI dit le monsieur n'a rien fait, il est blanchi, il est définitivement acquitté. Vous vous levez pour dire non, il n'est pas définitivement acquitté. Hein. Chez nous ici, il a braqué une banque. Donc on veut le juger. On dit, on le juge par contumace. Contumace, c'est quand tu n'es pas là et qu'on ne peut pas te trouver, qu'on te juge par contumace. Gbagbo Laurent était à la CPI. C'est le président Alassane Ouattara qui l'a amené à la CPI, dans son avion présidentiel. Il l'est. On ne va pas le chercher pour le juger, mais on dit non, non, pendant qu'il n'est pas là, on va le juger. Et qui le juge? Celui qui le juge, c'est un tribunal ordinaire. Donc Gbagbo Laurent ne le juge pas par un tribunal ordinaire. C'est un tribunal spécial qu'on appelle ici la Haute Cour de justice. C'est la seule cour qui peut juger Laurent Gbagbo. Donc son jugement n'a pas été fait dans les normes. Contumace, alors qu'on le savait où il était, jugé par des juges qui n'ont pas la compétence. Dans ce jugement-là, que vous les journalistes vous accréditez sur ça et que vous en faites un plat, moi ça me dérange, ça me gêne. Vous êtes quand même là pour nous instruire. Allez-y au fond des dossiers, posez la question même au Conseil constitutionnel pour dire bon, le monsieur a dû être jugé dans la loi ivoirienne de telle manière, on l'a jugé comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Le Conseil constitutionnel ne dit pas un mot d'État et on est là, on spécule. On spécule. Et ça qui nous gêne. Même, mettons-nous dans le cas où il aurait été jugé. Le président Ouattara a pris une loi d'amnistie en 2018 pour amnistier tous ceux qui ont eu des problèmes pendant la crise post-électorale. Gbagbo Laurent, dans ce cas de casse de la banque, la BCEAO, était avec 3 autres complices, on peut les appeler ainsi, mes co-auteurs. Lui, Gbagbo Laurent, Akin Mbo, Premier ministre, Dalo Désiré, ministre de l'économie et des finances, Kone Katina, ministre du budget. C'est ceux-là qu'on a jugés. Chacun a eu 20 ans. Pour Gbagbo, on dit non, lui il a eu 20 ans, mais il ne doit pas être sur la liste électorale. Et en plus, en 2018, le président Ouattara prend une loi d'amnistie. Laquelle loi d'amnistie efface les faits. Ce n'est pas fait pour un individu. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Gbagbo qu'on va dire qu'on l'amnistie. Non, on l'amnistie Gbagbo Laurent pour ce qui s'est passé. Et comme tous les autres ont été amnistiés, évidemment, Gbagbo Laurent tombe aussi sur le coup de l'amnistie. Moi, on dit non, lui là, on ne va pas l'amnistier parce qu'il est encore à la Cour pénale internationale, dans la CPI. Il est encore à la CPI. Donc on ne va pas l'amnistier. Il faut qu'il quitte là-bas d'abord. Il a quitté la CPI. Il est venu appliquer, lui, la loi d'amnistie. C'est tellement simple. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant aujourd'hui. Alors, quel est votre recours, justement? Mais je n'ai pas de recours à faire. Je dis, appliquons la loi. Et mon ami, voilà, je vous vois, je vous prends aussi au mot. La loi, là, c'est comme ça, c'est ce que j'ai dit, la loi. Appliquons la loi ivoirienne à la matière. La loi d'amnistie efface les faits. La loi d'amnistie n'a pas le visage de quelqu'un. Ça efface les faits. Si ce n'est pas fait jusqu'à la veille, enfin jusqu'au moment où les candidatures doivent se tenir, doivent se présenter, quel est votre plan B? Est-ce que vous en avez au PPACI? Je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas de plan B. Gbagbo Laurent est le candidat du PPACI. Il sera candidat jusqu'au bout. Très bien. Marius, comment est-ce? Sur cette question donc, de l'inscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, il nous revient dans notre observation du fonctionnement des médias, tant dans la presse conventionnelle que sur les réseaux sociaux, un certain nombre de citoyens qui se réclameraient donc, de l'opposition, faire des vidéos, faire des publications de menaces, auquel cas où M. Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale, qui poserait naturellement des problèmes à la Côte d'Ivoire. Partagez-vous au sein du PPACI une telle vision
de la situation. Est-ce que si M. Laurent Gbagbo n'a pas été retenu sur la liste électorale, vous allez naturellement créer des problèmes à la Côte d'Ivoire pour l'élection de 2025? Le Président? Dans ces conditions, est-ce que c'est le PPACI qui crée les problèmes ou bien c'est celui qui ne veut pas que Gbagbo soit candidat qui crée les problèmes? Posons les problèmes de façon précise et ayons l'intelligence ou la gentillesse de voir les problèmes en face. Quand on prépare une élection et que le président de la République dit le 31 décembre 2024 dans son adresse à la population ivoirienne, il dit ne vous inquiétez pas, les élections qui arrivent seront transparentes et apaisées. On le prend au mot. Les élections vont être apaisées. Pour qu'une élection soit apaisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elle soit apaisée depuis le commencement, depuis le début. Une élection préparée de façon apaisée se termine de façon apaisée. Donc ce n'est pas nous qui disons qu'on fait la violence. C'est un individu, vous avez vu une vidéo. À ce propos, vous avez rencontré le président de la CEI, nous avons vu donc le retour qui en avait été fait de votre rencontre. Aujourd'hui, quelle est la démarche politique que vous avez entreprise au fin justement de voir M. Laurent Gbagbo être inscrit sur la liste électorale? Puisque vous prétendez, vous souhaitez naturellement rencontrer le président de la République, vous souhaitez un dialogue direct pour le cas de M. Gbagbo. Où vous en êtes avec justement cette volonté affichée? Et on va peut-être essayer de conclure parce que le temps est Monsieur Marius, concernant les problèmes des élections généralement en Côte d'Ivoire, nous avons écrit au gouvernement de M. Mambé au mois de janvier ou mars 2024. Nous avons fait 2 courriers. Un premier courrier et un deuxième courrier. Il n'a jamais daigné nous répondre. Il n'a jamais daigné nous répondre. Donc, ce que vous me dites, est-ce que les Ivoiriens souhaitent peut-être? Mais nous, on a fait la démarche, le gouvernement refuse. Peut-être qu'il va falloir vous adresser directement au président de la République? Non, on s'adresse au Premier ministre, c'est lui qui est le chef commis du président de la République. C'est comme ça marche une république. D'accord. La République, là, le président de la République, on ne le voit pas tous les jours. Il a ses collaborateurs. Le premier de ses collaborateurs, c'est le Premier ministre. Donc nous pensons que Mambé peut gérer le dossier. Mais Amadou Gon et Ahmed Bagayogo l'avaient bien fait. En effet. Pourquoi lui, il ne ferait pas? En effet. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur le Président exécutif, malheureusement, le temps imparti pour échanger tire à sa fin, c'est à court. Quel mot vous avez pour la fin, justement? On est déjà à la fin, là? Oui, malheureusement. Non, on ne peut pas être à la fin comme ça. Non, je disais, chers amis, que j'avais 3 messages à passer, 3 ou 4 messages à passer. Le premier message, c'était la RLE, qui a été mal faite. On pourrait échanger juste après, encore après le JT. 10 minutes, ça vous convient? 10 minutes après le journal télévision, parce qu'on aurait bien voulu vous entendre sur votre programme de gouvernement et votre projet de société. Marius, permettez. Donc, juste après le journal télévision, on vous garde 10 minutes. Bon, d'accord. Et puis on continue sur 2-3 Mais je vais dire rapidement. Allez-y, je vous en prie. Donc, pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que nous souhaitons pour les élections en Côte d'Ivoire, on a 4 éléments principaux. Il y a l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et sur la base de ce que je vous ai dit là, il mérite d'être inscrit sur la liste électorale. Il y a la RLE 2025. Sur la base de ce que j'ai dit, la RLE doit avoir lieu avant les élections 2025. La liste électorale est truffée de fraude. Près de 3 millions de personnes qui sont indûment inscrites sur la liste électorale actuelle. Nous exigeons un audit de cette liste électorale. Il y aura le contentieux le 22 mars. Et puis le summum, la CEI, nous la trouvons aujourd'hui. Nous pensons qu'elle n'est pas digne de confiance aujourd'hui. On vous garde 10 minutes. On vous garde 10 minutes parce qu'on a des petits points justement pour la seconde partie. Ministre Sébastien Danon JJ. Nous continuons notre causerie, nous avons 10 minutes. On sait bien que l'article 6, évidemment, qui régit donc l'organisation du listing électoral de la révision, dit que chaque année, elle doit se faire. En même temps, à côté, lorsqu'on descend à l'article 11, cet article-là nous dit que la CEI décide de la date et de l'organisation de cette RLE. Comment comprendre votre avis là-dessus? C'est justement à ce niveau-là que je fais appel à la... Comment je peux appeler ça? À la compétence des uns et des autres. Quand on a mis un homme ou une femme à ce niveau-là, il doit être à mesure de faire la part des choses. M. Cuibière
et Mme Yapobi sont des hommes de loi. Quand on fait un texte, il y a ce qu'on appelle l'esprit, il y a la lettre et l'esprit du texte. Un magistrat sait très bien que quand on fait un texte là, il y a la lettre et l'esprit. Donc si d'un côté on dit que il y a l'article 6 qui dit chaque année et que l'article 11 dit que c'est la CEI. La CEI qui décide, et effectivement c'est le moment pour que la CEI nous montre sa bonne foi pour dire que comme il y a des demandeurs, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été laissés pour compte, qui n'ont pas pu se faire enrôler en 2024, j'ouvre une parenthèse pour ces personnes-là. C'est justement à ce niveau-là qu'on a besoin de leur sagacité, de leur intelligence, de leur probité. Très bien. Merci beaucoup, le président donc, de la CEI et madame la vice-présidente Yapobi. Daouda, question. On part, monsieur le président, avec l'appel de Beaunoir et Cap Côte d'Ivoire. Daouda, question. Monsieur Danon Djedje, il y a quelques mois, monsieur Laurent Gbagbo a lancé ce qu'on a appelé l'appel de Beaunoir. Il y a eu une feuille de route. Je pense que vous avez fait le tour de beaucoup de partis politiques. Mais visiblement, personne n'a envie de suivre le GPS. Donc finalement, je me pose la question, est-ce le trajet le problème ou le conducteur qui est le problème? Personne n'a envie de suivre le PPS et... Le GPS. Le GPS, très bien. Quand je parle de GPS, vous avez compris quoi? C'est le GPS, le trajet de Google Maps. Très bien, c'est bon de pouvoir préciser. Voilà. Chacun a compris. Non, merci beaucoup. Mais avant d'en parler, j'ai oublié un élément dans mon argumentaire concernant le président Laurent Gbagbo. Je voulais porter à votre connaissance qu'au cas où vous ne le sauriez pas, qu'il y a la Cour africaine des droits de l'homme qui a décidé, qui a pris une décision pour que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, qui retrouve ses droits civiques. Donc je voulais rappeler ça. Donc dans la loi que vous demandez là, il y a une loi supra, une décision supra qui vient et donner l'ordre à la Côte d'Ivoire d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et ça jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Donc on a des éléments. Maintenant l'appel de Beaunoir. L'appel de Beaunoir, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a lancé le 14 juillet 2024 à Beaunoir, plus exactement. Il a dit ceci: j'ouvre les bras à tous les Ivoiriens, tous ceux et toutes celles qui veulent venir pour qu'on puisse lutter ensemble et faire partir démocratiquement le gouvernement actuel. Mais ceux qui viennent doivent être des hommes et des femmes sincères, qui ne cherchent pas la roublardise, des hommes qui viennent vraiment sincèrement dans la vérité pour qu'on mène ce combat. C'est ce qu'il a dit. Et il m'a instruit pour faire le tour des personnalités politiques. C'est ce que j'ai fait. J'ai rendu compte en disant que beaucoup de partis politiques étaient d'accord avec cette idée. Mais ils nous ont demandé de lui donner un contenu. Donc c'est sur la base de ce contenu-là qu'aujourd'hui nous sommes au laboratoire. Nous avons donné un contenu. Ce contenu est partagé avec les partis politiques. Et puis, bon, mais ils vont nous répondre et on ira là. Vous parlez de contenu, ils ont vu le contenu, mais malgré ce contenu, on a vu la création du CAP, de la CAP, la coalition à laquelle vous n'appartenez pas aussi. Ouais. Donc finalement, est-ce que la question, elle est précise? Est-ce le trajet qui est le problème ou c'est le conducteur qui est le problème? Rien n'est le problème. Il n'y a pas de problème dans ce que vous dites. Ne vous créez pas de problème inutilement. Dans ce que nous faisons, nous avons suffisamment réfléchi. Quand le président Laurent Gbagbo m'a donné la mission de rencontrer les partis politiques, j'ai suffisamment réfléchi et je vous ai toujours dit que je conduis le processus avec méthode et discrétion. C'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le conducteur qui pose problème. Ce n'est même pas le GPS qui pose problème. Je vous dis, on est dans un pays de liberté. Chaque citoyen peut faire ce qu'il a envie de faire, ce que nous souhaitons pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui est créée qu'on appelle Cap Côte d'Ivoire. J'applaudis des deux mains. Ça fait partie du bouillonnement politique de notre pays. Nous avons environ 100 partis politiques qui ont été officialisés en Côte d'Ivoire. S'il y a 25 qui créent une plateforme, il en reste combien? 75. Il y a 75. Donc il y a encore la place pour les plateformes. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème. Bien au contraire, on applaudit. Parce que le plus important, c'est de mener la bataille pour avoir des élections justes, transparentes, crédibles et inclusives. Si c'est de ça qu'il s'agit, on applaudit. On n'a pas de problème. Élise, questions? Ok, d'accord, je vais poser la question, mais juste une précision. Monsieur le ministre, peut-être que, je ne sais pas, votre représentant ne vous a peut-être pas dit, je ne sais pas, mais là, moi, je viens d'avoir la confirmation, effectivement, que Demba Traoré est vice-président au niveau de la CEI.
On ne m'a pas encore signifié cela. Ah, d'accord, ok. On ne me l'a pas encore signifié cela. Et avant même de venir sur ce plateau, j'ai demandé la composition de la CEI centrale, du bureau central. Il n'y a pas son nom dedans. Vous nous dites que le représentant du PPACI est vice-président. C'est bel et bien vice-président. C'est l'information à ma position. Ok, on va aller à la question maintenant. La question, monsieur le ministre, tout à l'heure, j'ai dit que la politique doit se nourrir de cohérence et de conséquences. Bien sûr. Voici quelqu'un qui, depuis des années, a battu le pavé pour le président Laurent Gbagbo, mettant même en péril sa vie. Le seul, d'ailleurs, qui a fait la prison avec Laurent Gbagbo à La Haye, il s'appelle Charles Blé Goudé. Depuis son arrivée, impossible de voir le président Laurent Gbagbo. Tantôt, on lui a dit qu'il fasse un courrier. C'est jamais après. On dit non, c'est son père, il peut le voir. Mais jusque-là, impossible de le voir. Quel est le problème aujourd'hui avec Charles Blé Goudé? PPACI, vous êtes devant la nation. Dites-nous ouvertement quel est le problème entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est quoi le problème aujourd'hui? Monsieur le Président, ce sera la dernière question, malheureusement. Allez-y. Mais je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question, cher ami. Vous me posez à moi la question de savoir s'il y a un problème entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pourquoi Charles Blé Goudé ne raconte pas Laurent Gbagbo? C'est ce que vous me dites. Est-ce que je vous dis? Non. Vous-même, vous avez dit, vous avez la réponse. Vous avez dit que Laurent Gbagbo est le père de Charles Blé Goudé. Ils étaient ensemble à la CPI. Ils sont venus. Pour aller voir son papa, là, est-ce qu'on a besoin de passer par moi? Moi, je suis responsable du parti politique. Maintenant, si on veut le voir, le président Laurent Gbagbo, en tant qu'institution, c'est-à-dire COGEP, PPACI, à ce moment-là, on s'adresse à moi. Si c'est pour voir Laurent Gbagbo en tant que père, fils ou mentor, ça, c'est une action privée. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut nous éviter des amalgames, chers amis. Il faut nous éviter ces amalgames. Ce que je ne veux plus vous dire, concernant la mission qu'on m'a confiée pour rencontrer les partis politiques, dans le cadre de l'appel de Benoît, je suis allé voir, moi, Blé Goudé, à son bureau. Il m'a reçu, on a discuté. Et puis bon, on a discuté, et puis c'est fini. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Très bien, on s'en tient à cela, messieurs. On est obligé donc d'arrêter notre entretien. On ne pourra pas tout éplucher aujourd'hui, c'est clair. Il faut me réinviter. Mais avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot est le suivant. En Côte d'Ivoire ou en Afrique, nous ne sommes pas condamnés. Nous ne sommes pas condamnés à aller à des élections. Ils se terminent toujours par des morts, par la violence. Nous ne sommes pas condamnés. Nous pouvons arriver à faire des élections où le perdant congratule le vainqueur, où il y a une passation de charge après les élections. En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, ça ne s'est pas encore produit. Sauf erreur de ma part. Mais en tout cas, ça ne s'est pas encore produit. Donc nous ne sommes pas condamnés. Il suffit d'un minimum d'efforts et de volonté pour qu'on arrive à ce que je suis en train de dire. Et élection apaisée, c'est possible. À la seule condition que les Ivoiriens, les décideurs, aient la volonté de regarder les problèmes en face et de les régler. Très bien. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on règle dans la vie, mais il faut quand même écouter et voir ce qu'on peut régler. Pour qu'on soit en confiance pour aller vers là où on veut aller. Parce que si les élections sont mal préparées, elles vont se terminer mal. Donc, prenons le temps de la préparer bien. Voilà ce que je souhaite. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, la team, vous avez vu cette vidéo où le président Sébastien Dano Djedje a été invité. Et cette partie qui m'a le plus plu, c'est la partie où Marius Komoué a décidé de poser une question sur Live TV. Et il a posé la question en disant, sur les réseaux sociaux, on voit les gens faire des vidéos pour dire que si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, cela va créer problème en Côte d'Ivoire. Monsieur Dano Djedje, comment vous voyez cela? Sébastien Dano Djedje a répondu en disant, dans ce cas, est-ce que c'est le fait que Laurent Gbagbo ne soit pas candidat qui crée les problèmes ou bien c'est celui qui exclut Laurent Gbagbo qui crée les problèmes en Côte d'Ivoire? Bon, la question est renvoyée aux journalistes. Bon, on répond maintenant c'est un problème. C'est ça. C'est la réponse qu'on attend là depuis et puis la réponse là ça ne vient pas. Donc il tourne, mais la réponse il ne la donne pas. Il faut que ça soit clair. Les gens ont porté les armes pour que Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire. Que Ouattara ne pense pas qu'il peut exclure quelqu'un en Côte d'Ivoire et puis il n'y a rien. Il faut que ça soit clair. Les gens ont porté les armes pour que M. Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire.
Ils ont mené la vie dure pendant quasiment 12 ans en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé par des coups d'État en 2000. Alors que le monsieur n'avait même pas encore fait 3 mois au pouvoir, on était déjà en train de faire des revendications contre une personne qui n'avait même pas encore fini même de bien se positionner. Et aujourd'hui, vous venez au pouvoir et vous nous dites que vous pouvez exclure qui vous voulez, l'État est en marche et puis il n'y aura rien. À votre différence, c'est que le monsieur dit qu'il ne porte pas les armes, c'est un fin démocrate. Mais il va appeler son peuple à descendre dans les rues. Et d'ailleurs, même s'il n'appelle pas son peuple à descendre dans les rues, le peuple est déjà mature. Le peuple prendra ses responsabilités. À vous de voir. À vous de voir. Parce qu'on voit enfin des gens qui nous disent, il n'y aura rien. Oh, si c'est là, il n'y aura rien. Vous avez des armes. Vous avez des calaches. Vous pensez que c'est simplement Babo qui est en face? Vous pensez que cette opposition aujourd'hui qui est duliée par vos envoyés, ces gens que vous avez envoyés pour nous faire croire qu'ils sont très intelligents, pour pouvoir nous faire croire que l'opposition est séparée? Non, 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 non. Il y a un seul opposant à Côte d'Ivoire, digne de ce nom à l'heure où nous parlons. C'est le président Laurent Gbagbo, qui est resté droit et debout, qui ne supplie pas ce qui lui est dû. Il ne supplie pas sur ses droits. Il ne négocie pas ses droits. Il est candidat et il n'y a pas de plan B. C'est le plan A et c'est le dernier des plans de PPACI. Vous ferez de lui le candidat, sinon les élections, il n'y aura pas élection. Il y aura des problèmes en Côte d'Ivoire si le monsieur n'est pas dans la liste électorale. Vous avez porté les armes pour devenir candidat. Ne pensez donc pas que le monsieur ne sera pas candidat et puis il n'y aura rien. Donc quand vous venez en tant que chroniqueur sur les réseaux sociaux, dites la vérité au peuple. Dites au peuple qu'en 2000, M. Ouattara a porté les armes en 2010. Il y a une rébellion qui a massacré plus de 3000 personnes, tout seulement parce qu'il n'était pas candidat. Dites aux gens que celui-là a pu faire ça, simplement parce qu'il n'était pas candidat. Les autres aussi ont le droit de mobiliser leur population pour sortir dans les rues s'ils ne sont pas candidats. Il faut dire ça au peuple. Il n'y a pas de demi-mesure. Et Ouattara même devait prôner cela. Il devait dire aux gens que si moi j'ai porté les armes pour être candidat, ils ont le droit aussi de porter les armes pour être candidat. Parce que c'est ça. C'est ça le rapport de force. Et si le rapport de force n'y est pas, il n'y aura rien. Il faut que ça soit clair en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas le rapport de force contre ce régime en place, il n'y aura aucun changement. Ouattara, c'est quelqu'un qui pense et qui fonce seulement au rapport de force. Si vous n'avez pas le rapport de force, oubliez un total changement. Il n'y aura rien en face. Ouattara est déterminé à massacrer les gens pour gagner le pouvoir. Si vous n'êtes pas prêt à lutter fort, il n'y aura rien.